sait strictement rien parce que on peut imaginer qu'à l'époque romaine, à Paris, autour de l'île de la Cité, on échangeait des sesterces contre les cervoises, c'est bien possible. Et au fil du temps, même César n'en parle pas dans sa guerre des Gaules. Donc ça, on ne peut que supputer, on ne peut qu'essayer de deviner. Et en revanche, avec le temps, en montant un peu au fil des siècles, on a des éléments beaucoup plus concrets pour parler des cafés de Paris, grâce à des grands poètes comme François Villon, qui dans son testament nous parle et nous donne des raisons sociales, notamment de certains cafés. Alors j'en ai noté, si vous voulez, pour être un petit peu plus précis. Alors déjà, je vais vous dire une chose, pendant ces trop courtes minutes d'ailleurs, il y a des mots qui vont revenir un peu, le mot estaminet, taverne, bistrot, cabaret, guinguette, caboulot. Alors je vais vous donner en quelques secondes une petite explication sur chacun de ces mots. L'estaminet, c'est un mot par exemple d'origine wallonne qui vient de staminer, c'est-à-dire une salle à piliers, c'est là où on consommait donc sûrement de l'alcool d'ailleurs. Donc ce mot nous est resté et les cafés que l'on appelle estaminets, c'est plutôt dans le nord de la France. On peut parler aussi donc, des bistrots, mais là c'est un petit peu plus récent. On monte jusqu'en 1814, lorsque les Cosaques se sont retrouvés notamment à Montmartre, où pour se faire servir rapidement, ils disaient bistrot, bistrot, etc. aux personnes. Il fallait faire vite d'ailleurs parce que les officiers cosaques n'étaient pas d'accord avec les hommes de troupe qui buvaient un peu trop. Donc c'est pour ça qu'ils se précipitaient pour se faire servir rapidement. Le mot taverne, alors ça vient de taverna en latin, je vous en prie. À propos de bistrot, Robert Giraud, ah bah oui, qui était un fin connaisseur, évoque une autre origine du terme bistrot, à partir de mastroquer, enfin, il y a tout. Alors il y en a aussi une autre parce que au XIXe siècle, les gens fumaient beaucoup dans les estaminets, comme ça, dans les tavernes. Ils fumaient notamment la pipe. Et les volutes de fumée donc, se déposaient sur les murs et donnaient aux murs une couleur bistre. Donc on allait dans des endroits où les murs étaient de couleur bistre. Alors on pense que peut-être c'est une explication. Il y a deux, trois explications comme ça. Le bistouille aussi dans le nord, ces espèces de café auxquels on rajoute un alcool assez fort le matin et autres. Donc bistouille, bistrot, pourquoi pas. Enfin, celui qui, comme vous allez à Montmartre, par exemple, place du Tertre, et que vous avez au-dessus d'un grand établissement, Montmartre 3, chez la mère Catherine, pour ne pas la nommer, il y a un panneau qui vous dit « C'est ici pour la première fois qu'en 1814, le mot bistrot a fait son apparition ». Alors, voilà, bon, et quelquefois, quand la légende est plus belle que la réalité, on garde la légende. Voilà. Vous avez aussi, alors, bien sûr, le mot caboulot. Alors, le mot caboulot, c'est un mot du patois de Franche-Comté qui veut dire petit café, c'est un trou, un petit café. Voilà, chaque mot a donc une explication. Et au fil du temps, donc, on va appeler ces débits de boissons, par ces mots d'ailleurs, jusqu'au grand moment. Alors, je vais essayer de faire un petit peu vite, donc, si vous voulez, parce que les cafés de Paris reposent sur une rencontre qui s'est déroulée à Versailles en 1669. Alors que s'est-il passé en 1669? Eh bien, vous avez, comment dirais-je, Mustapha Raqqa, qui était l'émissaire de Mehmed IV, qui était en fait l'ambassadeur de la Porte Sublime, donc l'ambassadeur de Turquie aujourd'hui, qui est reçu officiellement par le roi Louis XIV. Et il est entouré de petits ottomans, des gamins là, qui l'entourent, qui portent un très joli plateau décoré. Sur le plateau, il y a des tasses en porcelaine. Donc la porcelaine aussi, ça a attiré l'attention des membres de la cour. Et à l'intérieur de ces tasses, il y avait le fameux kawa, le fameux breuvage que la cour va découvrir, que Louis XIV ne va pas apprécier du tout, il a trouvé ça beaucoup trop amer. À 40 francs la livre, il n'a même pas voulu en prendre pour ses habitués, ses amis qu'il recevait à côté, à Marly le soir. Donc, pour Louis XIV, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, parmi les membres de la cour,
qui eux vont apprécier pour différentes raisons d'ailleurs ce café. Il y a deux personnages, Audubon et Pascal, qui sont d'origine arménienne, et ces deux personnalités vont se dire il y a sûrement beaucoup d'argent à gagner avec ce café, et ils réfléchissent ensemble. Et il y avait à l'époque à Paris une très grande exposition. C'est une exposition qui touchait toute l'Europe, qui était à Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, quand on va à Saint-Sulpice, il y a toujours le marché Saint-Germain. C'était la foire Saint-Germain qui existait depuis le XIIe siècle. Et ça drainait des gens qui venaient absolument de partout. Et ils ont eu l'idée d'ouvrir ce qu'on appelait une loge, c'est-à-dire un emplacement assez important. Et cet emplacement, ils l'ont transformé à la mode des cafés de Constantinople. Ils se sont déguisés en Turcs. Il faut penser à Molière, Lully, la musique, etc. Ces personnages, ces grands chapeaux et autres. Et ces personnages vont être complètement débordés. Tellement débordés qu'ils vont faire appel à un jeune Sicilien qui déjà commence à proposer du café, mais il fait du porte-à-porte dans les hôtels particuliers. Il a une espèce de réservoir d'eau chaude en eau accroché. Il a, comment dirais-je, de quoi satisfaire les amateurs de café avec un petit plateau, des tasses, etc. Et il tire les cordons de sonnette et ça marche très bien. Alors l'un des deux Arméniens dit on va aller chercher ce Sicilien qui s'appelait Francesco Procopio del Coltelli. Il va franciser son nom, il va devenir François Procope. Et François Procope va se mettre à travailler pendant toute l'exposition avec les Arméniens. Et à la fin de l'exposition, il va dire c'est pas possible que ça s'arrête comme ça marche trop bien. Il faut qu'on ouvre une échoppe, un café, donc un établissement dans Paris. Alors ils ne vont pas aller bien loin, ils vont aller aujourd'hui rue de Tournon, juste devant, donc bien sûr le Sénat aujourd'hui. Et là ils vont trouver un emplacement. Ils vont l'ouvrir, ça va être le premier Procope, si vous voulez, financé aussi par les Arméniens. Et ça va avoir un tel succès qu'ils vont se dire, mais mon Dieu, il n'y a pas assez d'espace, il faut qu'on trouve un espace encore plus grand. Et ils vont apprendre que rue des Fossés Saint-Germain, aujourd'hui la rue de l'Ancienne Comédie, il y a un étuviste qui vend son affaire, parce que contrairement à pas mal d'idées reçues, on dit que les gens étaient sales à Paris au XVIIe siècle, mais malheureusement, ils n'avaient pas de salle de bain, mais les gens faisaient vraiment beaucoup d'efforts. Il y avait beaucoup d'étuves, notamment. Alors, ce n'était pas toujours très bien vu, parce que au-dessus, au dernier étage, il y avait souvent des prostituées et autres, donc ça amenait une clientèle qui n'était pas toujours très, très appréciée. Et il va donc reprendre ces étuves, ces bains-douches, et ils vont, avec toujours le financement des Arméniens, ils vont créer le Procope tel qu'il est pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit extrêmement, sur un plan décoration, ostentatoire, qui va continuer de drainer le public. Et vous savez, quand vous vous lancez dans une affaire, même si vous avez une très bonne idée, il faut que le facteur chance intervienne aussi. Alors ce facteur chance, en ce qui concerne Procope, c'est le suivant, c'est que, replaçons-nous dans le contexte de 1686, là, eh bien les jansénistes chassaient les comédiens, que les comédiens étaient excommuniés, donc les comédiens cherchaient un endroit pour jouer leur comédie, et juste en face Procope, il y avait un grand jeu de paume qui appartenait à un sieur de l'Étoile, et ce jeu de paume, eh bien, il était également disponible au pêcheur, celui qui voulait l'acheter. Alors les comédiens français, on le sait, étaient financés par Louis XIV, donc on va se retrouver avec ce grand jeu de paume transformé en théâtre. Donc la clientèle du théâtre va venir voir jouer des pièces, et ensuite, en sortant, en traversant la rue, il va se précipiter chez Procope. Donc Procope est très content, tout va bien. On va reconnaître une anecdote en passant, parce que vous imaginez, le théâtre à l'époque, il fallait que ça soit bien éclairé. Donc il y avait un immense lustre qui était suspendu au plafond de la grande salle en bas. Et sur ce lustre, il y avait des bougies. Les bougies coulaient, et à force de couler, ça tombait sur les vêtements des personnes qui étaient en dessous. C'est pour ça que les places étaient moins chères. Et quand ils sortaient, ils se faisaient tout de suite repérer par les gens. Et ils portaient un surnom à l'époque, on les appelait les chevaliers du lustre. Alors c'est un petit mot entre autres. Donc voilà Procope qui est installé, son affaire marche merveilleusement bien, et c'est le premier grand café. Il ne faut pas oublier qu'à la mort de Louis XIV, en 1715, il y aura à Paris 300 cafés
dans l'esprit de Procope, de chez Procope. Ça va avoir beaucoup de succès. J'en cite un autre, par exemple, à la même époque, c'est le Café de la Régence, où les gens allaient jouer, notamment aux échecs. Donc ça drainait les philosophes, là, parce que là, on est déjà au début du XVIIIe siècle. Donc on voyait déjà Diderot, d'Alembert, on commençait à venir voir Voltaire qui arrivait, des journalistes comme Fréron, Monsieur Geoffrin qui était en l'air, donc très gentil, un homme charmant dont la femme animait comment dirais-je, des réunions de poètes et d'artistes chez elle. Et tout ce petit monde donc va se retrouver au premier étage de chez Procope, en se croisant, en n'étant pas toujours très sympathiques, fort sympathiques les uns envers les autres. Notamment, il y en a un qui était, je vais citer son nom, relativement désagréable, c'était Voltaire. Et quand Voltaire voyait quelqu'un, en général, il avait un mauvais mot, il avait beaucoup d'esprit, mais un mauvais esprit. Et il en voulait notamment à Buffon. Parce que Buffon, avec son histoire naturelle, avait des droits d'auteur extrêmement importants, alors que lui, il avait beaucoup de mal à vendre ce qu'il écrivait. Ce qui fait que quand il voyait Buffon, il regardait de haut et puis il disait « C'est vrai, monsieur de Buffon, que vous gagnez beaucoup d'argent, vous, il rajoutait, avec vos coquilles. » Voilà, c'était les mots amusants, quand on les lit maintenant. Et il y avait aussi un personnage, comment dirais-je, très drôle, qui s'appelait Alexis Piron. Je vous raconte encore une anecdote avec Alexis Piron, dont les pièces triomphaient en face. Notamment, je pense à une pièce, la Métromanie, qu'on a oubliée aujourd'hui, mais qui avait autant de succès que les pièces de Molière. Et Fréron, il commence déjà à pu être très jeune, il dépasse 80 ans, il est pratiquement aveugle. Il a écrit dans sa vie beaucoup de livres, dont certains licencieux, donc il aimait beaucoup les femmes, c'était un homme assez drôle, qui avait beaucoup d'humour, c'était un bourguignon, et il habitait près du Palais Royal. Ce qui fait que les gens, les jeunes femmes, ils appelaient ses nièces, continuaient de le voir, de passer le voir simplement, même en toute sympathie, quand il faisait beau notamment, parce qu'elles aimaient ensuite se promener avec lui dans les allées du Palais Royal. Et un jour, il y a une jeune femme comme ça qui voit Piron, elle va le voir. « Ah, mon oncle, il y aurait un temps merveilleux aujourd'hui, si vous voulez, nous allons faire un tour dans les allées du Palais Royal. » Alors le pauvre Piron, qui était pratiquement aveugle, pas grand-chose, donc essaye de s'habiller rapidement. Et malheureusement, il y a une partie de son anatomie qui reste visible. Lui ne s'en rend pas compte, ni la nièce d'ailleurs, et les voilà bras dessus, bras dessous, en train de philosopher dans les allées du Palais Royal, lorsqu'à un certain moment, il y a un groupe d'enfants qui est là, qui regarde ce couple étrange, qui éclate de rire. La nièce baisse les yeux, elle s'aperçoit tout de suite de ce qui se passe, et elle lui dit « Je vous en prie, mon oncle, cachez votre histoire. » Et la réponse merveilleuse de Piron, dans l'humour du XVIIIe siècle, vous savez, ma chère, il y a belle lurette que cette histoire n'est plus qu'une fable. C'est joli. C'était Piron, voilà. C'était le français qu'on aimait, le français merveilleux qu'on avait au XVIIIe siècle. Alors, si vous voulez, pour revenir à l'histoire des cafés par elle-même, on est certes encore entre le 6e arrondissement et là on vient de parler du Palais Royal, mais le Palais Royal va être vraiment l'endroit le plus important de Paris à partir de 1750 en gros, puisque c'est là où, n'oubliez pas quand même que tout ça, ça appartient à Philippe d'Orléans, qui est immensément riche parce qu'il règne sur le jeu, sur la prostitution, sur les cafés, tout lui appartient. Et cet homme donc entretient la licence un peu partout. Et en 1750, vous allez voir arriver déjà les révolutionnaires. Tous les révolutionnaires sont là, ceux qui vont tout du moins faire bouger et faire chanceler la monarchie. Ils sont là. Et en fonction, si vous voulez, de la couleur politique de quelqu'un, un café était fréquenté. Ce qui veut dire qu'on connaissait, quelqu'un sortait du café Corazza. Bon, alors il y avait les Dantonis, il y avait les Jacobins, il y avait les monarchistes, il y avait... Chaque tendance était représentée au Palais Royal. Et ça se terminait souvent formal, parce qu'en général, ils étaient presque tous armés d'un air de bœuf, et ça se terminait à coups de nerf de bœuf dans la rue. Ça bougeait beaucoup, mais enfin, contrairement aussi à ce qu'on peut voir, à l'époque, donc on est quand même 10-15 ans maintenant avant la Révolution, les gens pouvaient encore s'exprimer librement. D'ailleurs, par la suite, enfin j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure dessus,
quand, à l'époque, durant l'Empire, si vous voulez, oui, je saute aussi les années, Bonaparte, qui connaissait très bien les cafés, parce que lui fréquentait le Procope dans les années que je viens dont je viens de parler, il a comment dirais-je, provoqué une véritable censure générale dans les cafés, parce que lui, il avait peur des idées, parce que ça risquait toujours de déborder un petit peu trop. Donc on arrive déjà, si vous voulez, je vais essayer de faire vite parce que je pourrais vous en parler. Je pense qu'on pourra... Si, vous me le dites, hein, si oui, c'est un peu long, je pense qu'on va peut-être... je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, vous me dites, si vous voulez, donc on peut parler des 18... Alors, dans les grandes lignes, 1850, l'apparition à Paris des cafés chantants, donc le Caf 11. 1860, en gros, vous avez l'apparition... ah oui, des bouillons, les fameux bouillons, les bouillons chartiers qui vont continuer. Et puis on va arriver comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle, où on va voir apparaître les brasseries. Donc ça, c'est à partir de 1870, après Sedan, si vous voulez, après la chute de l'empereur. Pourquoi? Parce que les gens quittent, notamment les Alsaciens quittent l'Alsace, parce que l'Alsace va être de nouveau prussienne, donc ils ne veulent pas ça. Ils vont s'installer, dont un, je vous parle juste de ce personnage des arènes, qui s'appelle Marcelin Cazes, qui va arriver à la fin du 19e siècle. Marcelin Cazes, voilà, qui est un personnage extraordinaire. Il n'a pas un sous-vaillant, mais il est très courageux. C'est un Aveyronais, hein. Il arrive de ces montagnes, et là, il n'a même pas de quoi s'acheter des chaussures, mais il va travailler très dur. Alors dans les cafés, il y a des garçons de café dans la journée, et le matin, il avait repéré justement que les gens voulaient prendre des bains. Je reviens encore avec une histoire d'études de tout à l'heure. Alors il va monter une affaire assez étonnante. Il va, comment dirais-je, proposer des bains à domicile le matin. C'est-à-dire qu'il va porter sur son dos une peignoir sabot, il va monter de l'eau chaude, il va redescendre les eaux usées, il va faire ça, et il n'y avait pas d'ascenseur, vous imaginez. Donc il a une force physique quand même assez extraordinaire. Il va faire ça pendant un certain laps de temps, et une fois qu'il va avoir économisé un certain pécule, il va, comment dirais-je, voir un Alsacien, comment dire, là je vous parle de Marcelin Cazes, il va voir un Alsacien qui a la brasserie des bords du Rhin, boulevard Saint-Germain. Il va lui dire, voilà, moi votre affaire m'intéresse, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Si vous acceptez, moi je veux bien la reprendre. Et c'est Monsieur Lee, hein, pour ne pas le nommer, Monsieur Lee. Et ils vont s'arranger tous les deux. Lee va faire confiance à ce jeune Auvergnat. Et la brasserie des bords du Rhin donc, va devenir la brasserie Lee, qui continue et qui d'ailleurs, vous savez, il y a un mot qui en politique qui circule. On disait que les gouvernements se faisaient chez Lippe et se défaisaient à la coupole. Alors je crois vous parler de Montparnasse, mais je ne vais pas non plus trop abuser de votre gentillesse. Merci. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé.